Alors, chère Renata, vous êtes là aujourd'hui en qualité de DRH d'Exotech. Vous êtes brésilienne d'origine et vous disposez de plus de 30 ans d'expérience dans les RH à l'international, chez Engie, EDF, Lafarge. Vous avez d'ailleurs été vice-présidente, chez Engie en charge de la stratégie D&I mondiale, hein, diversité, inclusion. Juste pour situer, hein, Engie, c'est 16 000 recrutements par an et juste un indice, hein, c'est comme, pour tout à l'heure le turnover, dont on parlait avec Benoît. Vous êtes juste passé de la 724e place mondiale à la 40e, sur le paramètre de la diversité et de l'inclusion pendant la période. Vous avez porté un programme, 50-50 avec des objectifs de parité chez les managers d'Engie d'ici 2030. Vous avez un profil de juriste avec un double MBA, vous êtes aussi coach et depuis 7 mois, vous êtes la RH d'Exotech. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Exotech, mais à mon avis, ça va venir parce que en fait, c'est du back office, mais c'est une entreprise qui fait de la robotisation des entrepôts logistiques, mais c'est une pépite ou une licorne, comme on dit aujourd'hui, industrielle, française, dans les leaders mondiaux, de la robotisation de ces entrepôts. C'est une entreprise qui est juste passée, de 200 personnes en 2020 à 1 200 aujourd'hui, qui prévoit, plus de 3 000 en 2030. C'est pas fini, cotation en bourse et avec des clients, à venir, pardon, des clients, les Auchan, Cdiscount, PepsiCo aux États-Unis, hein, pas Uniqlo au Japon, absolument. Et puis une entreprise, caractérisée, on verra, par, une culture très forte, un turnover très bas dans une population d'ingénieurs. Cyril, mon cher Cyril Guesso, vous êtes, entrepreneur du social, cofondateur et président de FMS, Facilities Multi-Services, qui exprime assez mal d'ailleurs, le on va détailler davantage que sont vos métiers parce que le vocable est assez générique. Alors, dans cette histoire d'entrepreneur, il y a aussi un parcours personnel parce que vous avez eu un accident dans votre vie, vous avez été reconnu en qualité de travailleur handicapé. Vous avez démarré non pas comme, entrepreneur, plein d'ambition qui aurait pu laisser penser, a priori que vous porteriez une entreprise aussi importante. Vous avez commencé par un emploi jeune comme aide éducateur et puis derrière un double master et vous vous êtes lancé dans l'aventure entrepreneuriale, après être passé comme, responsable développement des compétences, dans le monde industriel, chez les équipementiers auto. Et puis vous êtes aussi engagé et ça c'est une caractéristique, je ne sais pas si vous la constatez souvent, mais, les gens qui s'engagent, aussi dans la vie civile puisque à côté de votre vie, de la vie de pardon, d'entrepreneur, vous êtes aussi citoyen puisque vous êtes engagé à la ville comme conseiller départemental des Landes, élu municipal depuis 2008 et vous vous définissez au travers d'une vision, vous dites: «Entrepreneur engagé pour une société inclusive». C'est bien comme point de départ. FMS, on dit 2 mots peut-être? Une entreprise adaptée, solidaire, créée en 2007, qui est devenue une ETI inclusive. C'est 1 000 salariés à peu près? C'est ça? 1 000 salariés, dont 65, c'est-à-dire les 2 tiers, en situation de handicap pour un chiffre d'affaires de 35 millions. Voilà. Et alors sur plein de métiers, hein, je disais la diversité qui était difficile à exprimer, la logistique, la reverse logistique, donc c'est le retour, des produits, c'est ça? Ça, ouais, ce sont les invendus Ouais, pour des grandes marques de surf et de glisse. d'accord. Tous les invendus qui sont après solde, on les traite tous en quelques semaines. Et vous faites aussi de l'informatique? Ce qui Oui. était pas évident. D'abord en développant vos propres produits, vous faites du textile et du second œuvre dans le bâtiment. Oui, et notamment on fait, de la gestion de vie et produits, pour un grand, industriel mondial de l'aéronautique. Nous faisons de la conception, enfin nous participons modestement à la conception des avions, bas carbone. D'accord et vous avez été distingué il y a quelques années comme l'une des plus grandes entreprises en hypercroissance d'Europe. Ouais. Oui, oui, on a été en Europe la 700e plus grande hypercroissance d'Europe, Ouais. tout en Dans la dans faisant avec, tout en étant 65%. dans le l'ESS et avec, cette raison d'être, d'entreprise adaptée. Exactement, on a réussi à relever ce challenge de pouvoir, gérer une hyper croissance en embauchant donc 65 des salariés sans qualification au regard de l'emploi qu'ils allaient occuper, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a quand même beaucoup qui travaillent dans le métier de l'IT et du numérique et qui participent à faire voler
des avions dans lesquels, vraisemblablement, certains d'entre vous l'ont peut-être, pris. Oui, on prendra, ça c'est sûr, un jour probablement. Cher Grégory, Grégory Godel, vous êtes secrétaire régional de la CFDT Nouvelle-Aquitaine. 50 000 adhérents quand même, hein, membre du bureau national de la CFDT avec une double posture, à la fois celle du leader syndical, donc vous êtes un petit peu à l'écart de notre panel d'entrepreneurs, mais en fait vous êtes aussi dirigeant puisque, une structure, votre structure syndicale, c'est 32 salariés, donc c'est déjà, la taille d'une PME avec un parcours professionnel, qui vous a amené depuis la SNCF, puisque vous êtes un professionnel détaché de la SNCF, vous avez fait votre apprentissage, vous avez été contrôleur et puis vous avez débuté votre engagement syndical autour des années 2000, l'époque de la mise en place des 35 heures dont on parlait tout à l'heure avec Florence, qui a, suscité beaucoup de débats, d'interrogations, de négociations dans les entreprises. Mais puisque vous me le confiez tout à l'heure, le management, ça s'apprend aussi. Vous êtes allé vous former dans une autre école de management, au leadership, à la gestion des équipes, avec une vision, c'est que le dialogue social doit être un levier stratégique et le care management doit être une condition de performance sur le long terme. Donc j'ai dit CFDT Nouvelle-Aquitaine, 1re organisation syndicale de la région, 50 000 adhérents. Et puis un travail, sur ce sujet, du bien-être, du care management qui est un des engagements importants, sur lequel vous vous êtes distingué dans votre organisation syndicale. Bon, clair, c'est un des fers de lance de la CFDT, sur le sujet. Vous serez à la fois, un participant et puis, votre regard nous intéressera aussi sur, voire rapport d'étonnement sur, ce dont nous allons témoigner sur cette table ronde. Et mon cher Jean-Charles, Jean-Charles Rine, à l'origine, vous êtes ingénieur agroalimentaire, je crois. Vous avez passé quelques années dans le groupe LVMH, notamment, 2 ans au Japon, en veille technologique, en production chez NC et en 97, vous reprenez, oui, comme salarié d'abord, Adam, une belle entreprise, à l'époque actionnaire minoritaire et que vous avez finalement racheté en 2009 et vous cheminez, on va en parler, dans votre projet avec la création d'un fonds de dotation actionnaire qu'on appelle FAIR. On va parler de cela, dont vous avez, décidé la création en 2022 avec un horizon, après avoir remonté, développé aussi considérablement cette entreprise, hem, c'est la transmission. C'est l'idée qu'après vous, l'œuvre se poursuit et vous êtes fixé un horizon de temps, 2030, avec une gouvernance partagée dans laquelle on associe les salariés et le territoire. C'est aussi très important. Alors Adam, si on en dit quelques mots, une PME industrielle, elle aussi, créée en 1880, spécialiste des emballages en bois massif pour les vins et les spiritueux. 60 salariés, c'est ça? 60 salariés, plus des intérimaires, une quinzaine de personnes. Chiffre d'affaires, on est autour de 10 millions, un peu plus de 10 millions. Quand vous l'avez récupéré, on était à la moitié, hein, moins de la moitié. Oui, oui, mais on se glorifie pas de Non, non, mais alors c'est juste, elle est en vert? Non, c'est bon, sinon il faut heureusement que Cyril est là, il connaît mieux le l'électronique que moi. Oui, oui, on a évolué en chiffre d'affaires, mais c'était pas un objectif, en soi. non, mais ça fait écho au début de ce qu'on parce que tout ce qu'on se dit cet après-midi, c'est bien, care management, c'est très bien, mais il y a un fondamental, c'est, d'avoir une entreprise performante économiquement et de pouvoir, développer l'ensemble et ça se situe dans un contexte d'une économie où il faut faire du bénéfice et donc voilà, on approfondira ensemble, le C'est témoignage, mais c'est un marqueur quand même et vous êtes basé en Médoc avec des clients dans le vin, les spiritueux, c'est ça? Sainte-Hélène, Priez-pour. Citellen. Et puis, avec des choix dont on va parler, vous avez décidé en 2009 d'arrêter la délocalisation, et puis une gouvernance innovante dont on parlera dans quelques instants. Peut-être pour planter le décor, on commence ensemble, Grégory. Vous avez un micro. Alors, j'ai dit à la fois leader syndical, dirigeant d'une organisation. Pourquoi, selon vous, cher Grégory, le care management est un enjeu stratégique pour les entreprises aujourd'hui? Là, c'est bon, il est en vert, c'est bon. 2 choses. D'abord, remercier, Sébastien et Elisabeth, pour l'invitation, et au-delà de juste le remerciement, c'est que quand on veut parler des entreprises et des salariés,
dans beaucoup d'espaces, de salons, notamment la RSE et tous ces sujets-là. On invite des DRH, des directeurs RSE, des consultants. On parle beaucoup de emmener l'ensemble des parties prenantes, de gouvernance partagée et on invite très peu les représentants des salariés ou les salariés eux-mêmes. Donc merci beaucoup parce que, un des sujets du care management, c'est comment on ne parle pas forcément à la place des autres, mais comment on fait ensemble. Florence a parlé de dialogue, hein, tout à l'heure. J'ai bien pris note et je partage même, beaucoup de choses de ce qu'elle a pu dire et on va même y revenir sur certains points. Premièrement, sur l'aspect du care management, je crois qu'il faut, rentrer par dans quel contexte on est. On ne peut pas omettre la question du management ou du care management, en dehors du contexte. Or, le contexte géopolitique, qu'il soit international, la politique, européenne, voire même la politique nationale, aujourd'hui est quand même sur des défiances, pour ne pas dire dans un contexte tout à l'heure, le président de la CCI disait, de dingue, mais on est quand même dans un truc particulièrement instable qui a des répercussions, on l'a dit, politiques, mais qui a des répercussions aussi économiques vis-à-vis des entreprises et une entreprise qui a des incertitudes, ça, freine un certain nombre d'investissements, qu'ils soient en termes des technologies, innovation, mais aussi sur l'aspect social. Donc premièrement, on ne peut pas omettre cette question du management sans le contexte global qu'il montre à cette heure-ci. Deuxième chose, il y a aussi un enjeu démocratique et c'est là où je vais y venir avec la place des salariés, comment elles doivent être partie prenante. Aujourd'hui, particulièrement en France, mais pas qu'en France, il y a une défiance du monde, politique. Je ne veux pas le caricaturer, c'est beaucoup plus vrai avec l'aspect national qu'au niveau, local. On est à la veille d'élections municipales, il y a beaucoup de gens qui sont engagés là-dessus et je fais référence, il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans les énergies, dans les élections, locales et qui font des choses autour du participatif, de la vie des entreprises, mais aussi de la vie des citoyens et des salariés. Mais on a une défiance politique qui est là aussi et une montée de tension. Et on a aussi, un enjeu d'ailleurs le rapport du Haut Conseil à l'égalité, est sorti hier ou aujourd'hui même. Un des chiffres qui sort, c'est on a à peu près 10 millions de personnes aujourd'hui en France qui, sont d'accord de près ou de loin avec les tests sexistes, voire masculinistes et donc on voit quand même une évolution assez sensible, de défiance, d'opposition, de tension dans la société, d'où l'aspect de l'enjeu politique, l'enjeu démocratique dans les entreprises et elles ont un rôle à jouer, un premier rôle. Quand on parle du care management et j'ajoute aussi avant d'entrer dans le care management, l'aspect écologique bien évidemment avec ce que ça provoque en termes soit d'engagement, soit d'anxiété aussi, à prendre en compte sur les défis qui sont les nôtres, aujourd'hui. Or, dans l'entreprise a un rôle à jouer, un rôle économique, avec son territoire en termes d'ancrage, en termes de vie, en termes de responsabilité territoriale de l'entreprise aussi, mais elle a un aspect important en termes de vie démocratique dans l'entreprise. Et quand tout à l'heure, le professeur parlait, de ces 3 A, il y a quelle est la place du salarié? Comment je l'écoute et comment je construis avec? Or, beaucoup sur le dialogue social tel qu'il a été fondé, est souvent un stéréotype du confrontation. Elle est vraie, elle est même des fois nécessaire, à nous de la borner de part et d'autre. Mais au-delà même de la concertation telle qu'elle est définie par les textes, c'est comment on fait de la co-construction. Or, le premier des sujets du care management, c'est quelle est l'organisation du travail dans une entreprise? Et souvent, trop souvent, c'est quelque chose d'assez descendant et pourtant, qui mieux que les salariés pour nous parler de leur quotidien et améliorer eux-mêmes la question de l'organisation du travail et pas que juste sur les, équipements de protection individuelle, mais comment on peut penser le travail? Ça fait écho aux interventions de tout à l'heure sur les 32 heures et cetera. Comment on repense le travail nous-mêmes avec ceux qui le font au quotidien? Donc voilà, donc l'enjeu c'est comment on fait avec, comment on écoute, comment ils sont, acteurs et comment on fait ensemble derrière. Et c'est là qu'on va retrouver le sens de: «Tiens, on m'écoute, tiens, on fait ce que j'ai dit ou en tout cas je suis écouté et je deviens acteur de». Parce qu'en fait, quand on est syndicaliste ou quand on est représentant ou quand on est, porte-parole, peu importe, c'est qu'on aime son entreprise, on a envie qu'elle se développe. Donc voilà, donc le premier des sujets, c'est faire ensemble et c'est le premier des messages. Oui, mais alors vous-même, c'est pas toujours aussi évident. Alors on a depuis le début des témoignages, de dirigeants très matures et qui ont poussé la réflexion. Mais vous-même, en tant que dirigeant d'une structure d'une trentaine de salariés, finalement, vous le vivez comment? Et parce qu'il faut le mettre en il faut se mettre en situation. Bien sûr, il y a d'avoir des réalités. Vous avez en Rien, des fois un peu de schizophrénie quand on est le leader syndical et en même temps dirigeant. Moi, j'ai un CSE en interne avec des élus en interne
et je suis l'employeur qui vient négocier tout un tas de choses. Donc oui, il y a cette part de schizophrénie qui est particulièrement apprenante, pour le coup. Moi, le premier, c'est ceux que j'ai eu à diriger, c'est pas le truc où sinon, On est de l'autre côté de la table. oui, 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 mais je vais vous dire, dans une organisation comme la nôtre, qui effectivement, il y a 50 000 adhérents, donc c'est une grosse organisation et à la fois, c'est une petite organisation puisque, je dirige une équipe de 35 personnes autour qui font vivre le cœur de l'organisation. Mais le 1 des sujets, en fait, ça a été et comment ils adhèrent à ça. Donc on a, considérablement, monté nos effectifs aussi et je le dis en façon, toute transparente. Il y a un moment donné, quand on a, repris l'organisation, il y avait plutôt, des femmes sur du métier administratif, à l'accueil, très stéréotypées sur des emplois, peu qualifiés et peu formés. Donc je pense qu'en termes de leçons, on pouvait avoir des bonnes prétentions, on était en interne, pas tout clean, tout clean. Donc après, on a retravaillé sur, en fait, de quoi on se dote et on n'est pas une agence de gestion administrative. On produit un certain nombre d'analyses, on gère des mandatés dans la protection sociale, dans le juridique, dans les transitions écologiques, sur de l'économie. Donc il a fallu faire arriver des ressources et des ressources qui ont participé à la construction des argumentaires, à la vie, et à leur déploiement. Donc participer. Une des premières choses qu'on a eu à gérer, c'est la question entre l'engagement et pour le coup, comment on fait attention à la question de l'engagement? Ça peut paraître paradoxal, mais quand on dirige la CFDT, bah, a fortiori, ce sont des personnes engagées, les personnes qui adhèrent, qui sont engagées, là, on limite pas le temps et c'est comme ça. Mais celles qui sont salariées, on doit limiter le temps et on leur demande pas forcément d'être engagées et de porter l'ensemble des théories qu'elles peuvent avoir avec la CFDT à l'extérieur. Donc la question de l'engagement a été à limiter, y compris sur la perception de ah ouais, mais pourquoi ils font pas? Bah, parce qu'ils sont soumis au contrat de travail et qu'il y a des règles à Et poser. dans un syndicat, c'est pas pareil. Exactement. Donc la question de l'engagement était un vrai truc à faire, à mettre dans les logiciels, chez lui. La question de l'engagement a été traitée. La question de la participation au déploiement des plans d'action, je l'ai dit, c'était pas forcément le cas avec, parce que quand on est élu dans une entreprise ou par ailleurs, ça peut exister dans d'autres, cercles. Quand on est élu, on sait. Alors qu'en fait, on n'en sait pas plus, et il y a des gens qu'on a embauchés qui savent mieux que nous et accepter aussi le statut de ils sont là pour nous aider, à faire tout un tas de choses. Donc on a dû gérer, ces aspects-là, et aujourd'hui ça se passe, relativement, très bien. Et dans ce que vous voyez sur le terrain, les entreprises engagées sur ces sujets, est-ce qu'elles sont plus performantes? Est-ce qu'elles fonctionnent mieux? Est-ce Mais en fait, il y a quand je dis que c'est un sujet de société, c'est un sujet sur la enfin, le professeur le disait et puis je crois que WTW ou Océane Mathieu qui sont vos partenaires vont pas dire le contraire. L'enjeu de la santé est un enjeu économique. C'est un enjeu de politique, mais c'est un enjeu économique. Aujourd'hui, le curatif coûte plus cher que le préventif. Et quand on parle alors on peut faire, des trucs assez saillants sur le PLFSS, projet de loi de la sécu sociale et cetera, trucs que pas grand monde va comprendre, mais en fait, quand on parle de protection sociale, quand on parle de la sécurité, on parle de nos hôpitaux, on parle des mutualités, on parle des infirmières, on parle des médecins, on parle de la santé du quotidien, de la place des citoyens, de l'accès à la santé. Donc en fait, c'est tout ça qu'il y a derrière. Et aujourd'hui, se dire que dans les entreprises, si on commence à changer de logiciel qui est traitons moins le curatif pour faire du préventif et le care management, c'est ça aussi, comment j'intègre, comment je prends soin et comment j'emmène, je donne du sens. On aura moins d'arrêt de travail, ce que disait, le professeur, Florence Benichou. On aura moins d'invalidité et on aura moins de décrochage sur l'engagement aussi. Donc voilà, donc il y a tout un tas de trucs. Oui, les entreprises qui s'engagent sur de la prévention et qui s'engagent sur du sens et qui s'engagent sur les conditions de travail qui s'améliorent sont plus performantes économiquement et plus impactantes socialement. Merci. Alors, on va commencer notre voyage dans le monde de l'entreprise. Chère Renata, alors on l'a dit, hein, Exotech, très forte croissance, on passe de 200 à 1200. En quelques années, l'objectif de continuer cette hypercroissance. Comment et pourquoi on s'engage sur le care management? Parce qu'ils sont venus vous chercher, vous aviez déployé une compétence sur le sujet. Qu'est-ce qui fait que nos fondateurs sont allés chercher alors qu'il y a d'autres priorités, qui peuvent leur venir? Bon, tout d'abord, parce que, bah, ça fait partie de leurs valeurs. Ouais, C'est, profonde. des valeurs profondes, qu'ils mettent, en marche dans l'entreprise. Ouais, C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue dans cette entreprise. ouais, Parce que pour moi, en tant que DRH, d'ailleurs, je pourrais pas travailler dans une entreprise qui ne sont pas en accord avec mes valeurs ouais. et voilà, ça c'est la 1 raison, mais aussi parce qu'ils ont compris, que dans une entreprise, où il y a une forte croissance, donc on fait venir beaucoup de monde, très vite, bah, pour les engager, pour les rendre opérationnels, il faut compter sur ses propres employés.
Ouais. parce que ce sont les gens des terrains qui vont, faire que les nouveaux, arrivent et puissent s'intégrer rapidement. Donc, il y a, bien sûr, des valeurs humains, Ouais. tout d'abord, mais il y a aussi, un intérêt économique Ouais. et des performances et d'une performance durable. Parce que ce n'est pas parce que c'était une start-up il y a très peu de temps et que maintenant, on ne va pas penser, justement à la performance durable. Parce que ce sont pas des objectifs à court terme qu'on cherche. On cherche des objectifs à long terme et quand on cherche des objectifs à long terme, il faut investir dans l'humain. Parce qu'on ne peut pas aller très loin si on n'investit pas dans l'humain. Alors le premier investissement humain dans ces périodes d'hypercroissance, c'est la formation, en disant: «Il y a la formation technique, on les intègre», qu'est-ce qui fait alors on peut parler de cette dimension investissement compétences, qu'est-ce qui fait aussi qu'on investit sur d'autres dimensions? Oui, oui, la dimension technique est fortement importante Vous êtes dans 217 programmes de formation, j'ai oui, noté. des 177 programmes de formation dans une entreprise qui a à peine 1 200 employés. Ouais. Et ça, ce ne sont pas que des formations techniques, c'est des formations, des compétences, des soft skills. Ouais. Ce qu'on appelle soft skills de communication, parce que pour collaborer, il faut bien communiquer entre nous. Mais d'autres soft skills, et là, maintenant, on va fortement d'ailleurs, c'est une de mes missions chez Exotech, c'est investir dans les développements des leadership. Parce que, justement, c'est l'exemplarité des leaders qui va faire les employés, aller où on veut aller. Ouais. Donc, on va investir fortement maintenant dans les leadership. Il y a un vrai travail sur le collectif. Je reviens sur des propos de Florence tout à l'heure. Je pense la façon dont tous les trimestres, vous, fêtez les succès, vous avez une Ah oui. fête annuelle. C'est intéressant dans une entreprise où le collectif finalement il est très, très jeune. Ouais, c'est très intéressant parce que nous sommes dans un challenge très important avec les États-Unis qui représentent 40% du chiffre d'affaires d'Exotech aujourd'hui. Très bonne Donc, nouvelle, entreprise exportatrice. donc c'est un enjeu majeur qu'on vit en ces moments et justement, une des choses que les CEO, qui est un des fondateurs, m'a dit, c'est qu'on coupe tout sauf sauf le budget pour investir dans nos personnels. Ouais, Donc, et ça, on a un budget important pour les célébrations ouais. et donc pour Exotech, c'est très important de célébrer chaque succès avec les employés. Donc à chaque trimestre, moi j'ai aussi des gens de l'entreprise qui sont là, qui travaillent dans l'expérience employée. À chaque trimestre, on crée une exo-party Mmh. et pour célébrer les nouveaux arrivants et pour célébrer nos succès du trimestre. Avant, c'était tous les mois. Ouais. Et on a vu, que, c'est plus efficace si on les regroupe à chaque trimestre et donc on fait maintenant à chaque trimestre. Et 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 ça, c'est très important justement, et chaque employé, s'investit aussi dans un comité festif pour créer les fêtes, pour célébrer ensemble. Mais c'est des moments où on construit cette vie collective qui pourrait paraître anecdotique Mmh. et ça ne l'est pas dans ce que vous décrivez. Non, pas du tout. En fait, non, ça fait partie de la culture de l'entreprise, célébrer et célébrer tous ensemble. Et vivre ensemble. Il y a une autre chose importante de la culture, j'ai entendu ces mots ici, c'est la fierté. Ouais. On cultive la fierté de nos employés de travailler pour Exotech et de faire ce qu'on fait. Alors un sujet dont parlait Florence tout à l'heure, c'est que souvent on avait et comme vous êtes d'origine brésilienne, la critique, elle ne l'a pas dit très ouvertement Florence, mais en préparant dans elle nous l'avait dit: «On a un défaut en France, on a des plans d'action assez formidables et qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre et quand on les met en œuvre, on les pilote pas». Là, on est dans une entreprise d'ingénieurs. On se fixe des objectifs, des indicateurs. Comment est-ce qu'on fait vivre et comment est-ce qu'on objective le suivi de tout ça? Oui. Bon, tout est suivi, hein. Ouais, bah, C'est j'imagine. une entreprise d'ingénieurs, il a des process très clairs, et tout est écrit Ouais. et donc la mesure, c'est très important. C'est quoi Donc par on exemple? on fait Heu, oui, on fait, très régulièrement ce qu'on appelle les exobaromètres. Ils sont faits 4 fois par an aujourd'hui, c'est ça, hein, 4 fois par an. 2 2 maintenant. fois. On a diminué parce qu'on a vu qu'on maîtrisait assez bien aussi les sujets et parce que, à chaque exobaromètre, on crée des plans d'action Ouais, pour répondre aux attentes des salariés ouais. et donc, nous sommes une entreprise qui est à l'écoute de ce qui se passe sur les terrains. À travers l'exobaromètre, je pense que ça marche, oui? Est-ce qu'on a per non, c'est bon. Oui, Allez. allô? Ouh s'il est vert, c'est bon ou alors c'est on capte plus. Alors on va partager un autre. Pardon. Allô? Oui.
Donc, à travers l'exobaromètre pour D'accord. écouter les employés et à travers un autre, survey, une autre enquête qui s'appelle, les corporate survey, Ouais. en fait, pour écouter le manager, pour savoir si les services, des fonctions support sont aussi, à la hauteur de leurs attentes et aussi, si ça les aide dans leur quotidien. Donc on mesure beaucoup, ce qu'on fait et on écoute surtout, nos employés. Et Ça va, je suis très en accord avec vous. Je voulais comment est-ce que ça se traduit concrètement, le fait de prendre soin des équipes dans un univers technologique, qui bouge très vite, qui est très exigeant? oui, bon, déjà, ben, il y a plusieurs façons. Une des choses, qu'on fait, c'est on travaille main dans la main et on est très proche, de nos salariés qui sont aussi membres de notre CSE. Juste dans l'équipe des RH, il y a 3 personnes qui sont dans les ressources humaines qui sont dans les CSE de l'entreprise et on construit ensemble avec eux. Donc bah, c'est ça, concrètement ce qu'on fait. Et comment est-ce qu'on associe les managers à la démarche? Parce que c'est aussi une culture importante qu'on doit relayer Oui. dans le management au quotidien. C'est souvent là que le bas blesse. Oui, on investit énormément dans leur développement. Ouais, Donc là, maintenant, on a créé un cycle, des en laboratoire, en fait, ce qu'on appelle un manager lab, en fait. C'est un parcours de formation pour le management, pour qu'ils soient équipés pour, gérer toutes sortes de situations dans les terrains. Une autre chose qu'on est en train de faire, maintenant, c'est on a créé un cercle de management qui n'existait pas dans la boîte, qui s'appelle les Transformers. Donc, ils vont, pour transformer, heu, la culture de la boîte, pour sortir d'une culture d'une boîte start-up pour une boîte scale-up, donc, une licorne qui a l'ambition de devenir un grand groupe un jour. Et donc, tout ça, c'est en accompagnant le management dans la gestion de ses équipes. Parce que je pense qu'on a parlé de ça, auparavant. Bah, quelquefois, les rôles du management a beaucoup changé dans ces derniers temps et ça va encore changer énormément avec l'IA. Et donc, il faut travailler constamment en les équiper pour qu'ils puissent, être, à la proximité de ces équipes. Et c'est ça qu'on est en train de faire, en ce moment. et puis ce qui est intéressant, j'ai noté quand on a préparé ensemble, vous me disiez que vous travaillez aussi à l'identification des signaux faits à prévenir les situations ou de burn-out ou de potentiel, d'ores et déjà intégré. Oui, 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 c'est quelque chose d'important. Les burn-out, déjà, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé sans, et les mots a été beaucoup, op utilisés sans avoir vraiment, défini qu'est-ce que c'est. Parce que Ouais. burn-out peut être plusieurs choses et donc la première chose, c'est justement être à proximité des employés pour savoir si c'est un vrai cas de burn-out ou pas. Mmh. Et si c'est le cas, bah, les traiter immédiatement. Et donc la capacité à détecter et à agir. Détecter, agir immédiatement. Ouais, et vous me parliez aussi d'une valeur cardinale dans la maison, c'était l'équilibre vie pro, vie perso. Dans un contexte de gens probablement passionnés parce qu'on est dans une boîte qui se développe fortement, comment est-ce qu'on fait ça et pourquoi? Oui, bon, déjà, nous, on dans nos nouveaux sièges, parce que nous venons d'aménager dans un nouveau local, justement parce que comme Exotech avait évolué très vite, on était, dans plusieurs bâtiments et Exotech, c'est une entreprise lilloise. Et donc, la première chose, c'était investir sur les locaux de l'entreprise pour donner un bon endroit de travail à tout le monde. Et donc dans ces nouveaux locaux, une des choses, importantes, c'est la salle des gyms, en fait. C'est aussi les réfectoires, bah, on a investi dans une cantine qui plaît à tout le monde, Mmh. qui a de très bonne qualité avec des produits bio. C'est une chose qui pas toutes les entreprises investissent dans ça, pour justement donner, bah, envie aux gens de venir dans nos locaux. Et aujourd'hui, on n'a pas de problème vraiment de faire venir les gens travailler, C'est un facteur d'attractivité. c'est un facteur d'attractivité. Et on a fait ça pas seulement en France, parce qu'Exotech a aussi un siège au Japon, un autre, à Tokyo, un autre à Munich et un autre à Atlanta. En fait, on a investi dans des nouveaux locaux dans tous les pays. Mmh. Quand tout le monde était en train de justement réduire les espaces dans les bureaux, on a agrandi nos espaces et on a investi dans des locaux vraiment attirants.
Petit sujet juste un instant sur, diversité inclusion qui était votre spécialité chez ING. C'est un sujet chez Exotech aujourd'hui? Oui, en fait, il n'y avait pas une formalisation de la diversité et l'inclusion chez Exotech et là, on vient de créer les départements de diversité et inclusion quand beaucoup de sociétés sont en train de sortir de cette fonction et justement, j'ai invité justement notre D&I manager à venir aujourd'hui ici pour vous écouter parce que on a vu la nécessité, comme on a grandi l'international très vite, on a vu, moi, quand je suis arrivée chez Exotech, je suis allée dans tous les bureaux dans le monde. On est présent aussi dans 30 pays, pas seulement dans ces pays que j'ai cités, parce que nous avons des sites clients dans 30 pays différents. Donc nous avons plusieurs nationalités chez Exotech, mais une culture dominante qui est la culture française, justement. Et quelquefois, les gens qui étaient dans d'autres pays n'avaient pas les mêmes sentiments d'appartenance que les gens qui sont en France l'ont. Et donc, c'est très important pour Exotech qui veut continuer à s'expandir internationalement, de créer ces sentiments d'inclusion. Et quand on parle d'inclusion, on parle de plusieurs dimensions. Il y a donc cette question d'origine qui pour Exotech c'est important, Mmh. mais il y a aussi la question de l'handicap, que je Ouais, pense qu'on va parler tout tout à à l'heure, on l'heure, va parler avec Cyril. justement. Et il y a la question des gender parity, qui est la question des parités Ouais, femmes-hommes, que pour Exotech, c'est très intéressant parce que même si c'est une boîte entreprise, d'ingénieurs. boîte Ouais, d'ingénieurs, hommes, et dans la plupart, bah, quand je suis arrivée, ils avaient déjà un objectif dans les bonus des dirigeants pour la parité, pour les mmh, recrutements des femmes. Et donc, on est aujourd'hui à 17 des recrutements de femmes dans l'entreprise qui a tendance à augmenter parce qu'on met en ça c'était place avant Renata parce que maintenant ça va booster, hein. ça va. Et justement, justement, nous mettons en pratique des actions dans les recrutements, dans la marque employeur Ouais. pour attirer des femmes et les faire rester. Cyril, on parlait de handicap. Alors, FMS, je rappelle, hein, 65 de travailleurs en situation de handicap sur 1 millier de salariés. Heu, on peut peut-être rappeler d'abord, l'importance et le pourquoi de cet engagement, sur la question du handicap. Vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions. Ouais. On peut être soigné par tous et mourir de n'exister pour personne. Quand on se sent quand on se sent inutile, oui, bien sûr. Alors je vais reprendre, hein. Merci. On a des problèmes de batterie, je pense, si ça clignote. Mais Mais je t'avais cassé le début. non, mais Je m'attendais pas à ça. j'en ai un autre en secours. Tac, que je vous laisse. Je t'avais saboté le début, hein, tu t'attendais pas. Vas-y, c'est bon, c'est bien. Et C'est bon, ainsi je suis. oui, à mon avis, tu auras du mal. C'était pas prévu. Oui, excellent. Mais quand on se sent inutile, Ouais. quand on se sent encombrant, on peut vivre et survivre, mais on ne se sent pas exister. Le sentiment d'exister repose sur la prise en compte de nos désirs, la prise en compte de nos projets. On se sent exister lorsqu'on appartient à un groupe. On se sent exister lorsqu'on se sent utile à ce groupe. Et le travail, certes, on le sait tous, C'est une communauté, c'est un groupe. c'est aussi une source de stress, mais c'est aussi un lieu de statut, un lieu de reconnaissance et un lieu de déploiement de soi. Alors effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Facility Multiservice, ce nom et cet acronyme FMS, qui ne reflète pas tout à fait les métiers que l'on fait, évidemment, emploie 65 de personnes en situation de handicap, quelles que soient les typologies de handicap, et surtout très éloignées d'emploi, c'est-à-dire sans qualification au regard des emplois qu'ils occupent. Et donc on a fait le pari de l'humain. Pour faire ce pari de l'humain, cela signifie que l'on va embaucher des personnes sans savoir si on aura les marchés ou les activités. Donc Oui. l'insertion, la raison d'être, c'est l'insertion à Non, tel point qu'on prend le risque de signer le contrat. la raison d'être, ce sont nos métiers, l'informatique, le digital. Nous créons de la valeur, nous créons de la richesse économique et nous souhaitons investir dans le capital humain, dans le capital compétences pour permettre à des personnes qui ne se sentaient pas forcément à la place, à leur place, qui se disaient qu'ils se sentaient encombrants, mais qu'ils avaient des rêves et des désirs, et que le travail, tel qu'on le conçoit, ou l'emploi, leur était inaccessible.
Et c'est pour ça que l'entreprise Facility Multiservice, en 2008, a engagé un développement pour obtenir un agrément qui s'appelle l'agrément d'État entreprise adaptée et qui lui confère des droits et des devoirs, dont d'embaucher majoritairement des personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on arrive, à partir de ce postulat de départ, à faire un modèle économique viable? Parce qu'il y a la prise de risque que tu décris, qui est de dire, «Je choisis de recruter avant d'avoir, les marchés derrière». Cette espèce de pari de l'emploi, c'est un sacré pari. Comment est-ce qu'on rassure, ses partenaires financiers, ses banquiers, sur un tel modèle? Alors déjà, ce qu'il faut avouer, c'est qu'on n'est pas très rentable. Voilà. C'est que c'est très est-ce que ça Bon, disons que tous ceux qui investissent, on a fait une levée de fonds de 4 millions d'euros avec des fonds en pente, exactement, pour nous aider, nous accompagner à nous structurer parce que beaucoup croient en ce modèle vertueux. Mais aujourd'hui, comptablement, quand vous investissez dans l'emploi, ça reste une charge au sens comptable, alors que nous, on le considère comme un développement des compétences, comme un développement du capital. Et donc, il y a une antagonie entre notre vision de la compétence humaine et le plan comptable. Voilà. Et le plan comptable, il ne considère pas l'être humain et surtout ses compétences, sa créativité, sa motivation. Tout le monde parle ici d'engagement. Il faudra définir ce qu'est l'engagement, parce que je trouve ça très intéressant d'en parler. L'engagement, c'est une dynamique, d'accord? C'est mettre son énergie, ses talents, sa créativité au service d'une cause que l'on croit juste. Simplement, il y a 2 quand même termes, il y a croire et juste. Cette notion de justice, si vous parliez de valeurs tout à l'heure qui sont très importantes et que cet engagement doit correspondre à ces valeurs qui donnent une utilité, c'est-à-dire un sens à ce que l'on fait. Et donc, c'est très important dans le management, je reviens dessus, et notamment ce que nous, on appelle dans l'entreprise le management dit inclusif. Cet adjectif inclusif qui s'oppose à exclusif tout simplement. Avoir le bon âge, le bon sexe, avoir la bonne compétence et être au bon endroit, ça devient de plus en plus complexe. Et donc, comment on arrive à flexibiliser les contextes de travail pour nous permettre justement de créer les conditions à ce que tout le monde se sente utile. et avec un pari aussi, c'est de recruter aussi pour beaucoup des gens qui ne sont pas formés, donc les former en interne et les diplômer. Exactement. Ce qu'on a essayé de travailler, depuis 2008. 2008, on démarre dans un petit appartement à Saint-Vincent-de-Tyrosse avec 5 salariés, donc aujourd'hui, on est 1 075 salariés. Dans ces 1 075 salariés, vous en avez à peu près 250 qui sont salariés de l'entreprise de droit commun et qui n'ont pas un impact direct sur la production. Cela veut dire qu'on a organisé des dynamiques de parcours en interne, de transmission de savoir. Les managers ou des sachants, des experts en situation de handicap ou pas, organisent le transfert de cette expertise. Et aujourd'hui, on a réussi à mettre en œuvre tout un système qui nous a fait passer de l'entreprise apprenante à l'entreprise diplômante. Nous avons créé plusieurs CFA en interne. Les CFA n'ont pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap notamment, qui va nous permettre justement d'accompagner ces parcours tout au long de l'entreprise. Et pendant que les personnes et les salariés se forment dans l'entreprise, nous développons des activités. Si bien que je vais vous prendre un exemple pour être très concret. Lorsque nous avons dû faire face à, comme toutes les entreprises d'ailleurs, à la crise pandémique en lien avec la Covid-19 en 2020, toutes nos activités étaient quasiment à terme, toutes à l'arrêt, chômage partiel. On continue à recruter. Alors, non pas pour préparer le rebond, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. On avait nous étions tous assez angoissés de la situation, mais on avait beaucoup de personnes qui étaient salariées, qui se sont fait licencier autour de nos entreprises, de nos bâtiments. Et donc, bon, on a voulu être, en adéquation avec nos valeurs et créer des systèmes de solidarité tant qu'on pouvait le faire. Donc on a recruté pas mal de personnes et on les a formées. Et lorsqu'il y a eu, heu, vraiment le rebond de l'après-crise, bah, nous étions là avec des salariés formés, là où tous nos concurrents, qui n'étaient pas forcément des entreprises adaptées, cherchaient dans le marché de l'emploi à recruter, bah, nous, on était tout à fait prêts.
à relancer. Et je peux vous dire que la relance, on l'a vécue comme un grand 8 puisque nous avons eu cette hypercroissance. Voilà ce qui s'est passé. Et en plus de ça, et alors je vais en arriver dans une forme de compétitivité, Oui. d'attractivité. Aujourd'hui, lorsque vous gagnez un marché, un nouveau marché, une entreprise, dans les prestations intellectuelles comme les dots, dans l'IT, le digital, vous gagnez un marché, vous allez sur le marché de l'emploi. Marché spéculatif, parce qu'aujourd'hui, on parle bien de marché de l'emploi. Bien sûr, Vous avez une valeur de c'est pas compétence à un instant T. Et comme nous créons les conditions en interne, on n'est pas sur le marché d'emploi, nous. On est en dehors de ce marché de l'emploi. Et donc, on maîtrise l'ensemble de la montée en puissance et l'ensemble des coûts. Et que parfois, il nous arrive d'être encore plus compétitifs c'est que ça, c'est d'autres des éléments de entreprises. compétitivité. On forme en interne, des gens qu'on n'est pas allé chercher sur le marché dans des périodes de tension, par exemple, sur les profils IT ou Exactement. Et donc, nous, on va beaucoup plus parler d'hospitalité parce qu'on veut coopérer et agir ensemble plutôt que d'attractivité et de compétitivité, qui, pour le coup, crée les conditions d'un marché spéculatif, de l'isolement et, et, euh, et des coûts supplétifs qui peuvent poser un problème après général sur la manière dont on va vivre les marchés, les activités. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on va plus être dans l'hospitalité que dans l'attractivité ou la compétitivité. D'ailleurs, Renata, je vous remercie parce que chez Cdiscount, sachez que nous entretenons vos produits qui a créé 5 emplois. Donc, j'en profite, tant qu'à faire, on parce est que un je club, sais que c'est pas. et vous participez. Non, mais on Voilà. pense que vos produits, on pense que Ouais. vos produits. Premier client d'Exotech, c'est Discount. Exactement. Et on pense que vos produits, suppriment des emplois, pas tout à fait, Ouais. puisqu'il Il y a faut la clé 5 chez nous. c'est Voilà. c'est la vision positive, de l'économie et du progrès. Jean-Charles, on continue notre voyage dans le monde de l'économie. On peut peut-être raconter en quelques mots votre histoire chez Adam, votre arrivée comme actionnaire, minoritaire dans cette entreprise pas tout à fait comme les autres? Alors rapidement, parce que j'ai vu le chef qui a montré le chronomètre. Non, mais c'est bon, je gère, ça va aller. Oui, très rapidement, donc Adam, c'est une vieille entreprise, une vieille PMI girondine qui existe sur le territoire depuis 1880. Secteur manufacturier d'une industrie traditionnelle qui est celle du bois. Donc en d'autres termes, on est un peu les derniers des Mohicans quand même, on fait partie des derniers des Mohicans. Et c'est une entreprise qui a pas mal évolué depuis lors, évidemment, qui s'est pas mal adaptée aussi, qui a été en difficulté sur l'après-guerre puisque on fait de l'emballage en bois massif, donc destination à la base, port de commerce de Bordeaux et une ressource émergente qui était le pain maritime des Landes de Gascogne, au 19e siècle, planté par Napoléon III. Un petit peu d'histoire au passage. Et puis une concurrence émergente, sur l'après 2e guerre mondiale du carton, qui est le principal vecteur d'emballage. On parlait de ces des discounts, tout à l'heure, ou du e-commerce, qu'il faut pas favoriser, hein. Je fais passer des messages en même temps. Ne tapez pas sur votre smartphone des commandes pour faire du carton et de la logistique qui sert à rien. Je m'excuse. Heu donc une difficulté avec l'émergence du carton qui est encore une fois de loin le vecteur d'emballage le principal. Une entreprise qui s'est réadaptée sur le marché des vins et spiritueux à partir des années 70, pour atteindre une taille d'environ, 50 personnes, dans les années, 2000. Voilà. Et donc c'est une entreprise qui a été reprise par un camarade qui était directeur financier de la branche cognac du groupe LVMH et donc que je connaissais dans le cadre de mes activités professionnelles de l'époque et qui m'a demandé de venir avec lui pour s'occuper un peu des contingences, opérationnelles, productives, on va dire. Et dans un contexte où la tendance était plutôt à la délocalisation de ce genre d'activité. Alors nous, vous m'entendez? Ouais, on a encore perdu un micro. Là, ça va devenir tendu. Tac. Hurler, mais ça va pas vous faire plaisir. Merci Cyril. Gère, ouais. On reprend fin 96, donc on a 25 de l'activité qui est, sur des gros donneurs d'ordre internationaux que vous connaissez bien, dont LVMH, Nul n'est parfait, Pernod Ricard, Bacardi et autres, et en 99-2000, donc assez rapidement par rapport à une situation de reprise, sur LBO, hein, que vous devez connaître, donc prise de dette pour payer l'acquisition. J'en parle parce que c'est important dans l'histoire, et le rapport au capital et à l'argent est un élément, je pense, important aussi dans la question managériale et du rapport aux salariés. Ça a été évoqué par Grégory, mais je vais y revenir. Heu
Et donc ces gens-là qui représentaient 25 du chiffre d'affaires et une bonne partie de la rentabilité nécessaire à rembourser le banquier, nous ont dit: «Les gars, vous êtes sympas, c'est vachement bien les circuits courts et tout ça, la conception locale, mais aujourd'hui, on a des produits 30 moins chers en Chine, donc il va falloir y aller». Donc ce qu'on a on a fait aussi mal que tout le monde, sous contrainte quand même un petit peu de cette histoire de remboursement. Et on a monté un bureau d'achat et de sourcing à Hong Kong où on a continué d'opérer ce business-là et un peu plus tard, sous la pression là d'un gros donneur d'ordre anglais, les Anglais sont pas des tendres en matière de business non plus. On a monté un atelier en propre là en Roumanie, à la frontière de l'Ukraine et de la Moldavie. On en parle un peu plus ces temps-ci. C'est des endroits assez sauvages quand même où, j'allais dire, c'est pire que la Chine. C'est-à-dire qu'ils pensent à vous faire les poches le plus rapidement possible, avec des enjeux de corruption, d'importation de bois illégaux qui étaient, en tout cas à l'époque, ça a probablement changé maintenant. Mais voilà, donc une prise de conscience de ma part, puisque j'allais me balader un peu dans ces coins-là, de temps à autre, des enjeux, dont on parle un peu plus aujourd'hui. Et donc, finissez par, toucher le bout ou les problèmes suffisamment pour dire, «Beh, finalement, nous, on relocalise notre production», ce qui est un choix, sur le marché qui est pas évident à assumer. Donc on était en difficulté, financière puisque ces opérations en Asie, nous on s'en détachait progressivement parce qu'il y a des gros opérateurs qui sont venus aussi sur le sujet et puis sur le core business, c'est-à-dire la fabrication d'un produit un peu emblématique localement, vous connaissez tous, où vous envoyez sur les porte-bagages à Bordeaux, dans les caisses à vin de regroupement de 6 ou 12 bouteilles, bah, c'était aussi des opérations qui étaient quasi délocalisées. Ça, pas grand monde le sait, pourtant on essaye de batailler sur le sujet. Mais aujourd'hui 90 de cette activité-là, elle est soutenue par des productions de kits qui se font en Espagne ou au Portugal. Donc, on est aussi dans des enjeux de délocalisation. Nous, on essayait de conserver l'ADN historique, c'est-à-dire d'avoir des produits au plus proche possible, mais on était battus sur des enjeux, j'allais dire de prix évidemment, mais aussi de logistique, de services dans lesquels on n'était pas, très performant. Et donc on avait une situation économique pour une vieille entreprise, qui est bien suivie par les institutions, régionales, qui était pas très bonne, donc on gagnait plus d'argent. Donc j'ai réussi moi, et donc ce qui est intéressant aussi dans cette histoire-là, c'est que, bah, on a eu des conseils en stratégie, je vois Vincent là-bas, hein, tu m'excuses, mais qui étaient mandatés par la région, qui nous ont dit: «Bah, les gars, c'est mort, hein, le secteur manufacturier, voilà, il faut vous garder le commerce, la conception et puis, vous allez acheter en Chine et ça ira très bien». Alors qu'on avait quand même un savoir-faire historique qui méritait au moins de retenter quelque chose. Donc mon associé, j'allais dire légitimement, qui était aussi, très largement majoritaire dans l'opération, lui, il a suivi ces conseils-là et donc il m'a ven il on a réussi à trouver un terrain d'entente. Moi, pensant qu'il y avait quelque chose à refaire, notamment sur l'aspect, central du vecteur social et donc j'ai réussi à racheter l'exploitation en 2009 hors immobilier. Et vous redressez l'entreprise. Je ne dis pas que ça s'est fait en un jour, hein, c'est que Je suis pas Bernard Tapie non plus et c'était pas elle était pas morte, hein, quand même, donc elle respirait encore. Heu, Disons qu'on est reparti, sur deux trois idées. Une première idée, alors là, on est dans de la stratégie si on veut, mais enfin en PME, enfin moi je sais pas ce que c'est que la stratégie. On s'est dit: «On va faire 2 choses, on va essayer de monter en gamme». Bon, ça, c'est vrai sur les produits, donc on est aujourd'hui dans un marché d'ultra niche de cette niche. Mais monter en gamme, c'était autre chose pour nous, c'était une capacité quand même et ça existait déjà dans l'entreprise parce qu'il y avait un dialogue social qui était un peu historique et culturel. On va parler un peu des fondements culturels tout à l'heure. Il y avait quand même une vraie culture de proximité dans une boîte de prod, voilà, où les gens échangent sur leurs problématiques au quotidien. Et aussi on avait, enfin on parlait d'intégration tout à l'heure, mais l'ancien dirigeant avait intégré une famille de boat people. Bon, pour des raisons, qu'on pourrait commenter si on avait le temps, mais peu importe. Et donc il y avait une quinzaine, nous, d'opérateurs vietnamiens et laotiens dans l'entreprise quand on est arrivé. Le reste étant plutôt des Médocains typiques, ou des Bordelais d'Ouest typiques, on va dire. Donc il y avait une culture du dialogue et une capacité donc à se remettre en question. Aujourd'hui, on appelle ça plus classiquement de l'amélioration continue. C'est devenu un truc très, très structuré chez nous et très outillé. Voilà, donc on a, continué sur ce chemin-là. Ça, c'était le premier axe, monter en gamme. Le deuxième axe, c'est de se dire: «On va essayer de faire les choses proprement». Le développement durable, à l'époque, c'était une notion qui était très
moi, j'allais dire hétérogène au moins, ou pas connu, on va dire. Et donc on parlait pas comme ça et nous, la notion, c'était de dire: «On va pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à nous-mêmes». C'est très classique. C'est un bon présupposé, oui. Voilà, et ça s'applique aussi effectivement potentiellement dans la gestion sociale. Ensuite, on avait quand même une conviction sur le rapport à l'argent et sur la question de la position on a parlé un peu de croissance. Tu m'as aussi interrogé sur le fait qu'on soit passé de 4 à je sais pas quoi. Oui. Nous, on n'était pas du tout dans des enjeux de croissance. Pour nous, la croissance, c'est pas un très bon mot. C'est potentiellement ce qui nous amène, à une forme de déconfiture qu'on connaît ou qu'on va connaître, dans pas longtemps. Donc on n'était pas dans ces enjeux-là et en tout cas, pas dans la question de la rémunération du capital. On fait 2 LBO, hein, en 96 et 2009, où on doit payer le banquier à chaque fois Financer le rachat de pour l'entreprise. financer le rachat. Voilà, et à la sortie, c'est un effort collectif, l'effort des salariés, l'effort des dirigeants, de qui vous voulez, l'effort des parties prenantes qui fait que votre entreprise, elle va s'en sortir. C'est pas l'effort du dirigeant tout seul, ça, c'est pas vrai. Bon et vous allez loin dans la lecture de cette, Oui, et donc on s'est en 2009 en tout cas, on n'était pas aussi loin qu'aujourd'hui, mais on s'est dit: «Si on gagne du pognon», bah, c'était assez facile, on n'en gagnait plus depuis 4 ans, donc dire ça, ça allait bien. On va le garder dans l'entreprise, il y aura une transparence financière totale. Ça, je pense que c'est un élément clé dans la question du dialogue. Il y a encore trop peu d'entreprises aujourd'hui qui partagent leurs éléments financiers de façon transparente avec leurs salariés. Pour moi, pour des mauvaises raisons, qu'on gagne ou qu'on perde de l'argent, il n'y a pas de raison de cacher ça. on en parle plus facilement quand on en perd que lorsqu'on en gagne. Peut-être, mais bon, peu importe, j'allais dire. Et du coup, le corollaire, c'est qu'il n'y aura pas de rémunération du capital par le dividende à l'actionnaire que vous avez en face de vous, et qui a été rejoint depuis par son épouse. Nous, on est dans une codirection ou une cogérance, heu, qui est un peu plus complexe que ça, mais on en reparlera après. Et alors le projet, c'est la transmission de l'entreprise et puis vous avez travaillé aussi le sujet de la gouvernance. Alors, on a forcément, alors j'allais dire, le sujet, c'était quand même, en 2009, c'était de se dire: «Il faut se redynamiser socialement» et dans le secteur manufacturier dans lequel on opère, il y a pas de performance globale et générique sans l'engagement qui a été évoqué ici. Donc nous, voilà, on est sur du mécanique guidé main, donc l'œil, et la main de l'opérateur et de l'opératrice, c'est encore, et Dieu merci, ce qui fait la différence. On parle beaucoup de techno, d'intelligence artificielle, on en parlait aussi avec la région et ADI ce matin, parce qu'il ne faut pas non plus occulter des choses qui peuvent aider, notamment en question de pénibilité, et progrès social. Mais voilà, nous, on a encore la chance, et c'est ce que tu citais aussi, enfin, on est encore dans un schéma où on dit la masse salariale, c'est un poste de coût ou un poste de charge, alors que ça doit être un élément de valeur ajoutée, dans le fonctionnement de l'entreprise. Et nous, on n'hésite jamais, si on peut en tout cas, mais en général, on va plus facilement sur de l'achat technologique de matériel que de l'intégration de compétences humaines. Quand on regarde, nous, toutes les expériences qu'on a et on achète du matériel, on est toujours déçu par le fonctionnement des machines. On est parfois déçu aussi par le fonctionnement des hommes et des femmes. Mais moi, j'allais dire, il y a plus de valeur ajoutée, en tout cas dans nos activités, qui n'ont pas valeur de généralité ni d'exemple. Sur ce, donc, on a remis quand même la question sociale au cœur du dispositif, notamment en se questionnant. Alors là, on peut parler des outils, et j'aurais pas assez de temps pour en parler, mais le premier outil que nous, on a utilisé, c'est un outil capital humain, hein, donc c'est une enquête ANACT ou ARACT, c'est la même chose, sauf qu'on l'a fait faire par un prof qui s'appelle Stéphane Trébuc de l'IAE de gestion et qui l'a un peu amodié à notre sauce. Et il a fait une restitution collective transparente sur lequel on a choisi à chaque fois deux schémas décrétés comme étant en notation basse par les collaborateurs et ou les collègues, et comme étant prioritaires. Les 2 premiers sujets, c'était rémunération et conditions de travail. On était contents, mais voilà, c'était assez clair, et après ça s'est un peu plus élaboré. Voilà. La gouvernance aujourd'hui, le fonds de dotation, FAIRE, on peut en dire 2 mots? Expliquer ce qu'est le projet? C'est Ah, lui qui m'appelle. ouais, le f Alors la gouvernance, donc nous, après, à partir de là, et on a repris pied, j'allais dire, économiquement, effectivement, ce qui nous a amené à un truc qui était incroyable, construire une nouvelle usine en 2015. Encore une fois, dans le secteur dans lequel on opère, c'était quand même, voilà, c'était pas espéré, et ça répondait à la question, des conditions de travail, parce qu'on avait un vrai enjeu de ce point de vue-là dans le bâtiment dans lequel on opérait, et si on voulait passer des caps, il fallait, travailler sur l'enveloppe et ce qu'on y mettait. Voilà, donc là, on a, je pense que ça a été aussi évoqué, c'est la participation des salariés. Nous, on a franchement essayé, en tout cas, de co-construire, les environnements de travail, les postes de travail, les flux, avec nos en salariés. dialoguant.
comme le disait Florent tout à l'heure. en travaillant, sur, une période de quasiment 18 mois. Ce qui n'occulte pas d'ailleurs le fait que quand vous changez ça, c'est un peu franco-français peut-être, mais dès qu'on change un peu de conditions, de quelles que soient les conditions, hein, c'est comme quand on déménage de maison, on a un peu de mal à trouver les tiroirs au début. Bah, là, c'est pareil. Donc moi, on m'avait prévenu, on m'avait dit: «Tu vas voir, socialement, ça va être plus compliqué que tu ne le penses. Même si tu passes du milieu du 20e au début du 21e, bah, la transformation, notamment pour les gens qui ont de l'ancienneté». Donc nous, on a bien analysé ça, notamment par les autres enquêtes capital humain qu'on a fait. Et donc pendant 2 ans, on s'est un peu fait chier, ce qui est très frustrant. Voilà, quand on pense qu'effectivement on améliore, les conditions sociales quand même, des gens, avec lesquels vous travaillez. Donc après, le sujet de la gouvernance, c'est une constitution, bah, d'un CSE puisqu'on est passé à plus de 5 ans. Donc on a quand même suivi, à la lettre et on a même anticipé les éléments de participation, ce qu'on n'était pas obligé de faire puisqu'on avait un contrat d'intéressement. Donc on a un CSE complètement constitué depuis lors, et puis on a constitué un CODIR parce que ça n'existait pas non plus. Donc aujourd'hui, c'est 8 personnes. Heu, c'est un CODIR paritaire et qui a comme mission, ou j'espère comme ambition, il y a Justine qui est notre responsable, RSE là-bas et déléguée générale du fonds de dotation, de prendre la main à l'aune du départ des dirigeants. Puisque moi, je vais partir en 2030, c'est clair et annoncé, il faut arrêter d'emmerder les jeunes. Et donc du coup, se pose effectivement la question de la transmission. Mmh, merci Cyril. Heu et il y a une deuxième voie de valorisation du capital pour revenir à la position de l'économie, qui est on peut se servir en dividende, on peut aussi se servir en salaire. Si vous voulez, je vous donnerai mon salaire, donc vous verrez qu'il y a pas trop de questionnement là-dessus. Mais on se sert souvent sur la plus-value de cession, de l'entreprise. En France, Originaux. et donc le rêve qu'on avait avec mon épouse, à l'aune de ce qu'on a eu sur les 2 LBO, encore une fois, effort collectif, affaiblissement de la structure, donc un lien avec la pérennité et aussi les enjeux, RSE, c'était de dire: «On va opérer une transmission gratuite de l'entreprise vers ses salariés». Je regarde la CFDT parce que ça devrait leur plaire. Ça leur plaît d'ailleurs, sauf qu'en France, malgré les efforts de la CFDT et les autres partenaires sociaux hors MEDEF, il y a pas c'est pas possible. C'est pas possible techniquement, juridiquement et fiscalement. Il faut avoir créé une SCOP à l'origine ou une SIC, mais Même pas, c'est un modèle coopératif. Nous, on a regardé aussi la transmission sur une SCOP. Vous valorisez votre entreprise même sur une base le minimale. rachat, oui, oui, Ouais, il n'a ouais. pas été créé comme tel. Et si elle n'a pas été créée comme telle, voilà, à un moment, elle va se valoriser. Si vous transmettez une SCOP, il y aura un enjeu de valorisation. Cession valorisée, ça veut dire, il y a un mec qui prend de l'argent et puis il y en a d'autres qui payent. Donc en l'occurrence, si c'est une SCOP, bah, c'est les sociétaires de la SCOP qui vont payer. Donc ça résout pas le problème de transmission gratuite. Ça résout peut-être un problème de gouvernance, encore qu'on pourrait parler de la gouvernance des SCOP, qu'on a regardé dans le détail. Voilà, et donc on a attendu pour aller très vite, alors il y avait un outil qui s'appelle la Fondation reconnue d'utilité publique, FRUP. C'est le modèle Pierre Fabre qui a été un précurseur en France sur ce sujet-là. Sauf qu'une FRUP, il faut aller au Conseil d'État, c'est 10 ans de procédure. Donc les gens qui connaissaient le sujet nous ont dit: «Jean-Charles et Hélène, là vous arrêtez, vous êtes trop petits les gars, donc vous oubliez ça». La loi Pacte est arrivée, je vais très, très vite, et en 2019 a été créé un outil qui s'appelle Fonds de dotation actionnaire qui permet enfin d'opérer une cession gratuite de ses parts, sociales sur une entité qui a sa gouvernance propre, ça on peut en reparler si on a le temps, et qui a 2 missions. Une mission d'actionnaire de référence, voilà, classique j'allais dire, qui va donc influer sur les orientations stratégiques de la société qui est détenue. Dans cette gouvernance, il y a un collège des salariés pour assurer aussi, Grégory, et on a, ça c'était ce qui a été évoqué, on a amené aussi le territoire, donc le PNR Médoc, pardon, personne morale, et heu La et gouvernance. dans la gouvernance du fonds. Donc ça veut dire que le territoire a son mot à dire, et ça, c'est très important. Je pense que sur le et puis pour aller peut-être un petit peu plus largement sur la question de l'engagement et des problématiques quand même qu'on a en France aujourd'hui. Nous, on est en échec aujourd'hui sur la question sociale. Je le dis tel que je le pense, et on a plus les clés pour à la fois mieux attirer les gens et plus les maintenir dans l'emploi. C'est-à-dire qu'on a perdu le fil de quelque chose qui est lié à une question de société. Voilà, on a beaucoup de mal à faire société au sens large. Je pense que vous pouvez le constater vous-même, et on a beaucoup de mal du coup dans l'entreprise à refaire société. Donc il faut aussi faut repositionner peut-être le travail, à sa juste échelle, c'est-à-dire un facteur d'intégration sociale et d'indépendance, pour les gens. C'est aussi un facteur peut-être d'émancipation, tout court. Mais il faut peut-être aussi se reposer la question de ce qu'est l'entreprise ou de ce qu'elle doit être sur son
son territoire, pour les gens qui y habitent et pas seulement un vecteur de cash, qui va réinvestir dans la machinerie. Voilà, ça n'intéresse plus les gens et on va pas capter les gens de cette façon-là. Merci Jean-Charles. Alors le temps passe à une vitesse considérable, c'est assez redoutable. J'ai juste envie de vous faire réagir chacun sur les raisons pour lesquelles il faudrait ou il serait intéressant, mais en 1 ou 2 minutes chacun, pour, donner envie de s'engager dans ce type de démarche. Alors vous l'avez fait tous sous des formes différentes. Je vais quand même d'abord faire réagir, Grégory et puis chacun d'entre nous me dire pourquoi est-ce que vous vous retirez de ces engagements, qu'ils soient l'engagement sociétal, de Cyril, sur l'insertion, qu'il s'agisse, du soin vis-à-vis des individus dans un contexte d'entreprise qui va bien en hypercroissance et qui va d'abord, conquérir le monde et puis, dans le contexte, de reconstruction d'une entreprise pour la remettre en situation économique favorable et surtout de penser à sa transmission, son lien avec son territoire, qui est celui de Jean-Charles. Peut-être, un mot de Grégory en réaction à tout ce qu'on vient d'entendre comme formidable histoire? Ouais, ouais, la synthèse en 1 minute, elle est pas le plus simple, Fabien. Que les trucs sont très différents, Comme vous. mais je crois qu'il y a une vraie question, qu'elle soit, de dimension internationale et de la complexité de comment on arrive à faire société au sens de la société même, avec les différences internationales qu'il peut y avoir et comment on ramène la marque employeur, là-dessus et comment on fête même les nouveaux, faut di fêter aussi d'ailleurs les anciens et les départs dans l'aspect de la transmission, qu'il peut y avoir, aussi, que ce soit, l'inclusion, parce qu'il avait été évoqué ou la transmission. Moi, je crois que l'élément important et on pourrait passer un long moment, c'est comment on refait, société au sens de notre société, du collectif, de la vie à la cité. Il faut redonner à la politique ce qu'elle est vraiment. Je ne parle pas de la politique politicienne, je parle de la politique de l'engagement du pouvoir d'agir sur la société. Et ça, c'est chacun des acteurs qui doit pouvoir le faire à un moment donné si on veut faire du vivre ensemble. Et c'est pas juste des beaux mots, c'est on arrive à un moment de bascule. Ça va pas être une coupure, mais on voit que les tensions internationales, nationales, territoriales sont de plus en plus marquées. Je crois que la place des femmes va être particulièrement bousculée aujourd'hui, au 21e siècle. Qui aurait pu le croire il y a encore pas si longtemps que ça? Je crois que la place des personnes en situation de handicap est réinterrogée. Je crois que la place des corps intermédiaires de cette société civile est particulièrement réinterrogée avec violence aujourd'hui. Et si on veut pas être ce monde-là, il y a un moment donné, c'est faire ensemble, avec les différences et la co-construction. Et le territoire est le dénominateur commun de comment on arrive à faire territoire ensemble, au sens de le territoire, il peut être international, tel que tu l'évoquais, Renata, jusque dans le Médoc, jusque dans ma rue, jusque du vivre ensemble. Ça ne veut pas dire on doit tout fêter avec nos voisins. Ça veut dire comment on prend en compte nos diversités, on en fait des richesses et des forces. Et ça passe par une chose, apprendre à se parler, à se respecter, à négocier, c'est très vrai, mais aussi à co-construire. Et un des éléments qu'on a oublié en termes de dialogue social dans la vie des entreprises, plutôt assez structuré, c'est la co-construction en amont des instances. Ce qui est beaucoup plus vrai sur les entreprises de plus petite taille. Et ça, pour le coup, c'est la place de l'autre et en disant, je prends en compte ce qu'il me dit, je le rends acteur dans la décision et du coup, il rentre dans la société. Renata pour enchaîner sans transition. Oui. Bon, moi, je peux dire, que, la performance ne vient pas si on ne met pas l'humain au centre de ces décisions que les entreprises prennent. Mmh. Les entreprises, elles ont un devoir sociétal. Bien sûr, elles ont aussi, l'intérêt de faire, des bénéfices parce que ça va bénéficier aussi la société, aussi bien que les employés, les investisseurs, donc tout le monde y gagne et pour faire des bénéfices, il faut compter sur, les employés et l'humain qui rend l'entreprise possible. Sans transition, toujours avec Cyril. Moi, j'aurais, 2 mots, la joie et l'hospitalité. Sur la joie, si il faudrait pas que la complexité de tout ce que l'on dit sur, les notions de management, d'engagement et cetera, de tout ce qui est dit techniquement, nous fasse oublier la simplicité de vivre. Quand vous allez quelque part dans une entreprise, n'importe où, si quelqu'un vous offre un sourire, vous accueille avec un sourire et qu'il a les yeux qui brillent, eh ben, vous avez compris que l'autre personne se sent reconnue et se sent exister. Vous lui avez donné du sens. Il s'en aperçoit peut-être pas, mais en tout cas, cette joie, dirait Spinoza, est le passage d'une moindre perfection à une perfection plus grande. Non pas au sens de se sentir parfait, mais d'être encore plus dans la réalité, de se sentir exister, de se sentir vivre.
Et ça, la joie est révélateur. Et je vous engage à l'expérimenter et à en avoir conscience. Vous verrez comme quoi tout va changer, même dans l'entreprise et même dans le couple, si vous allez jusque-là. Bon, vous verrez, ça c'est intéressant. Réécoutez Jean Ferrat. L'hospitalité. Tout à l'heure, j'ai parlé d'hospitalité qui était le coopérer, agir ensemble. S'il y avait un secret, parce que c'est assez mystérieux le développement de FMS, qui est quand même assez étonnant, hein, je dois le dire, il y a une part de mystère là-dedans, c'est qu'on a su faire ensemble. C'est-à-dire qu'on a coopéré avec nos concurrents de base. Et on a progressé ensemble. On a trouvé ce qui nous différenciait et ce qui a été différenciant nous a rapprochés pour créer ensemble des modalités de création d'activités communes pour nos clients. Et donc l'hospitalité et la joie nous a permis de créer les conditions de ce développement formidable. Et pour conclure, je voudrais vous dire que si vous comprenez pas que la joie est bonne et que l'amour est bon et que conséquemment la haine est mauvaise et le repli sur soi est mauvais, je pense que vous êtes passé à côté de l'essentiel. Je vous remercie. Jean-Charles, vous avez un thé. Oh, c'est dégueulasse de me faire passer après Cyril parce que là, on est en lévitation et heu, moi, je dirais que c'est rapidement parce que là, le chef, il va vraiment s'énerver, hein. Je pense qu'on va se faire virer de la salle. Il c'est un vecteur de pour rebondir un peu sur ce que disait Cyril, je pense que tous ces enjeux-là, c'est des vecteurs quand même positifs. Alors travailler sur des modèles d'entreprise ou des modèles de partenariat et de coopération, un peu écosystémiques, voilà, c'est un facteur c'est des facteurs qui font que vous vous levez le matin avec plus de plaisir, je pense, que simplement de se dire, «Bon, voilà, il faut que je sorte mon chiffre et que je fouette mes mecs pour que ça avance, quoi». Voilà, donc allons-y ensemble. Voilà un bon et effectivement à applaudir. 5 témoignages, 4 non 7 témoignages depuis le début. Réaction, questions à nos intervenants de la table ronde avant qu'on parte dans les ateliers dont on va vous donner à la fois, les lieux et les grandes thématiques. Avez-vous des questions à poser à nos 4 témoins? Je sais pas vous, mais j'ai trouvé hyper engageant avec des choix, importants, avec des natures d'entreprises très différentes. Il y a beaucoup de questions, ça va te faire tuer. Ouais, bah, en fait, je les ai payés pour qu'ils posent pas de questions, mais c'est pas vrai. Bon, vous allez les retrouver dans les temps de pause. Si, j'arrive, cher monsieur, très vite, avec un micro qui normalement fonctionne. Comment on s'en va alors? Donc on est bien? Pardon, à vous j'ai Oui, merci pour je savais pas, vous êtes formidable. vos Je voulais témoignages. te présenter. Oui, donc Éric Torlois, Claire Essence, merci pour vos témoignages. On a, commencé avec, Patrick Seguin sur l'instabilité du monde. En tant qu'entrepreneur, en tant que, dirigeant de société, bah, vous vivez une part de la société dans l'entreprise ou la structure. Heu Comment vous, maintenez le lien, avec l'instabilité que bah, chaque personne de l'entreprise, vit? Comment est-ce que vos entreprises peuvent être un lieu de stabilité? C'est quoi la frontière pour vous? C'est quoi le rôle de l'entreprise sur ce sujet? Je peux rép et vous avez une minute, c'est ça? Jusqu'où l'entreprise peut être un lieu de stabilité dans un monde incertain? Oui, bah, déjà en sécurisant, la santé mentale de ses employés et donc en appuyant les managers pour qu'ils puissent, être équipés justement à gérer des équipes qui sont bien sûr, en qui sont impactées et qui sont sous tension quelquefois, même personnelles, pour des situations économiques. Et autre chose importante, c'est la transparence. Je pense que vous avez mentionné ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est la transparence aussi, par rapport à la situation financière de l'entreprise. Au lieu de laisser les rumeurs, s'implanter dans l'entreprise, il vaut mieux être, transparent avec les employés et les embarquer dans toutes, les actions qu'on doit mener pour justement créer cette stabilité et que tout le monde veut. Donc, la transparence et la confiance, c'est très important. Ouais, juste un mot sur le management inclusif. On a un petit outil
C'est-à-dire qu'on a créé 4 valeurs, 8 savoir-être. En lien avec ces valeurs, c'est apprécié tous les trimestres. Il y a obligation tous les trimestres à avoir un feedback positif. Ce qui permet de se reconnaître en l'autre, de l'écouter et d'avoir ce feedback positif. C'est-à-dire de ce retour, je t'ai compris, je t'ai entendu, tout simplement. Il n'y a rien de plus que ça. Et c'est de le formaliser, de mettre un cadre structurant. Nous avons dans l'entreprise des personnes en situation de handicap, certains ont été repris de justice. On a des jeunes qui étaient SDF, toutes les catégories sociales, on a un petit peu de tout. Et même parfois, on a des difficultés à cohabiter, à travailler ensemble, à vivre ensemble, parce qu'il y a des troubles psychologiques, des troubles de l'émotion qui sont extrêmement difficiles à traiter. Je pense là comme ça, lorsqu'ils sont plus stabilisés, parce que tout évolue tout le temps comme les troubles bipolaires. C'est extrêmement usant pour les personnes qui sont à côté. Quand vous avez quelqu'un qui se met à pleurer, puis à rire toutes les 4 minutes de manière différente, je vous laisse vivre la chose pendant des semaines et des semaines, c'est extrêmement dur. Et donc, il est nécessaire d'arriver à comprendre. Moi, je dis toujours que comprendre, c'est déjà entreprendre. Ne pas se moquer, ne pas haïr, ne pas se lamenter, mais comprendre, disait Spinoza. Et c'est là qu'on a cette dynamique qui permet de créer, de construire les fondations d'une société inclusive, celle qui arrive à dépasser l'emprise excessive des normes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout à l'heure, j'ai parlé de normes comptables. On n'arrivera pas à la changer, elle fait système, elle est mondialisée celle-là. Donc on restera tous ici dans la salle et nous avec Jean-Charles, on se connaît bien, on a fait des formations ensemble, on restera une charge comptable. Voilà, ce sont des normes IFRS qui sont mondialisées. Donc il faut arrêter toutes les billevesées qui nous feraient croire que, tout à coup, un être humain pourrait, avec ses compétences, devenir l'actif de l'entreprise. On peut l'espérer, mais arriver à le modifier, ça va être dur. Et donc, la société inclusive est celle qui s'élève contre l'emprise excessive des normes qui prescrivent les normes, bien sûr, on en a partout. On parle de process qui proscrivent les mauvaises pratiques et surtout qui embolisent l'expression singulière de chaque silhouette humaine. Et il est là le problème. Juste en compléant. Non, c'est vrai, Jean-Charles, t'as raison, j'ai pris un risque, j'ai causé après. J'aurais dû le faire avant. Il y a des gens qui aiment le Non, OK. il y a et sur des trucs très, très concrets, et en même temps, je vais faire de la pub à l'événement, comme ça, le chef va pas complètement me tuer. Mais là, vous parliez du contexte international. Moi, je pense que dans une entreprise, on a le droit, à un moment donné, d'ouvrir aussi les chakras, de se dire: «Tiens, on a le droit de parler de ces sujets un peu politiques, un peu économiques aussi». On a le droit d'inviter un politologue, un sociologue ou une association à venir, discuter d'un sujet de société avec nos salariés, sans que ce soit jugeant, sans que ce soit non plus en s'envoyant des grandes tartes dans la gueule et cetera, ou sans que ce soit, méprisant. Donc je pense qu'à un moment donné, on a le droit de faire ces séquences-là d'1 heure, sur ce contexte qui est tout sauf simple, de politique internationale, nationale, et qui a des conséquences sur la vie de l'entreprise. Donc je pense qu'on peut inviter des gens d'extérieur à le faire. Je pense aussi, par exemple, vous avez 2 associations qui sont invitées, ici. Vous avez les Bureaux du Cœur, je vous invite à aller les voir. Comment on peut être, à un moment donné au sein de l'entreprise, accueillir quelqu'un qui est sans domicile, mais en période de réinsertion, en tout cas de recherche, de métier, et vivre avec quelqu'un, en tout cas vivre dans l'entreprise avec quelqu'un qui est en recherche, permet de reposer un certain nombre de choses de, ce qui se passe autour de nous. C'est le cas pour les burn-out aussi, là je fais, des publicités. Comment on arrive à retravailler avec ces associations et comment l'entreprise est une richesse, là-dessus. Comment le temps dédié peut être du temps au bénévolat. Ce sont des assos qui cherchent aussi des gens pour être bénévoles. Comment je peux mettre du temps à disposition pour aller faire société dans ces, associations-là. Donc Et je fais une dernière toute petite publicité, comme j'ai parlé beaucoup de santé, il y a en ce moment même les états généraux de la santé, je vous invite à y aller. C'est un grand questionnaire citoyen qui est organisé par la Mutualité française. C'est ouvert, vous pouvez le faire, il y en a pour 10 minutes, qui doit donner des perspectives dans le cadre des élections 2027. Je vous invite à le faire, j'ai fait la publicité. C'est de la Mutualité. bah, ça y est, plus tard. Merci surtout d'applaudir Renata Spada, Cyril Guesso, Grégory Godel, Jean-Charles Rime